Alors voilà, ce matin il fait 2 au réveil. Je me suis réveillé avec 2 degrés, donc avant, il me semble même l'année dernière, hein, quand je descendais en dessous de 5, je me réveillais parce que j'avais froid à la tête. Et je mettais un bonnet en général. Mais là, je me suis réveillé sans le froid à la tête, donc j'ai augmenté les pieds et la tête. Hein. Waouh, voilà. Sacrée expérience, hein, je veux dire. Et j'allume le feu. Voilà, parce que quand il fait 2 le matin, avant d'aller au WC, je vous avouerai que je me lève. Là, j'ai dormi comme ça, en fait, hier soir. Normalement, je dors en t-shirt. Mais hier, je me suis endormi avec la polaire. Donc, quand je me lève, je suis habillé pareil, en dehors de la couette, que j'étais dans la couette. Et donc, il faut bien se rendre compte que ça fait une grosse différence de température, quoi, tu vois. Donc, en fait, moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'allume le feu. Et après, quand je me suis réchauffé, je vais au WC. Voilà. Super. Voilà, là, mais je vous donne de ces informations, ça va tout changer, bien sûr, dans votre existence. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. C'est pas fatigué, c'est que j'ai un peu la tête dans le cul. Hier, j'ai passé du temps dehors. Puis il faut savoir que quand même, la tentative d'adaptation au froid pour mes pieds, elle me prend de l'énergie aussi. Enfin bon, bref, hein, je vais pas vous raconter ma vie à ce niveau-là. Donc là, il fait 2. Je viens de sortir dehors pour fendre des petits bouts de bois, des petites planchettes de chêne, parce qu'ils sont pas mouillés, ceux-là. Les autres, ils sont stockés au poulailler. Voilà. Et on commence une nouvelle journée sur le campement. Voilà. Allez, à plus. J'ai une mission particulière. C'est que on a quand même des moments de douceur et des moments de froid. Et comme l'autre fois, Johan a vu les écureuils, je sais qu'ils vont revenir. Là, j'ai regardé les oiseaux déterrent les os de petits pépères pour manger la viande qu'il y a dessus. Tu vois que c'est rude, je vais aller te montrer ça. Et j'ai des vieilles croquettes qui ont pris l'humidité, je vais les retourner dans la neige. Tant pis si dans un premier temps ça a pas amené les rongeurs, mais... Alors il faut savoir, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que quand je vivais dans la yourte, là, je vous l'ai dit, vous l'avez sur la chaîne, hein, il y a 13 ans. Désolé, j'ai toujours pas de miroir. Et en fait, chaque fois que j'allume, j'ai tendance à me repeigner. Bon, voilà, je vais arrêter. Donc, quand j'étais dans la yourte, il m'arrivait, j'avais un Opel Vivaro que j'avais aménagé, de partir en montagne, l'hiver. Notamment une fois, où je suis parti, je crois, 3 jours. Enfin, je sais plus le nombre de jours. Mais, c'était pas une semaine, hein, c'était 3 jours. Et quand je suis revenu, c'était mignon. Parce qu'en fait, en 3 jours déjà, sous mon oreiller, dans ma couette, dans le fauteuil que j'avais, sous le coussin, il y avait des fruits à coque. Il y avait même des... Je sais plus ce que c'était. Ils avaient... Les souris, elles avaient déjà préparé des réserves de nourriture. Et alors un jour, j'avais des tapettes à souris qui les tuent pas, tu sais, c'est des cages. Parce que j'en avais beaucoup quand même dans la yourte. Je les entendais la nuit, elles marchent entre l'isolation et la bâche extérieure. Alors j'ai le souvenir d'une souris que j'attrape. Dans la nuit, ça se déclenche. Et il faut savoir une chose, c'est que elles peuvent se faire mal si elles sont stressées parce qu'elles sont enfermées. Elles peuvent se blesser, voire même elles peuvent mourir pétrifiées de peur. Donc moi j'avais
une caisse comme ça en plastique, tu vois, à peu près ça de hauteur, avec un couvercle, pardon, et je mettais une cale comme ça, il y avait ça de hauteur. Et je lui mettais du coton, je mettais un petit peu à manger et à boire. Et après, j'attendais 2-3 jours que je doive sortir d'ici. Et j'allais à peu près à 1 kilomètre et je les libérais. De manière qu'elles ne reviennent pas de suite dans la yourte. Et donc j'ai le souvenir d'un week-end où j'attrape cette souris, je la mets dans ma caisse, j'y donne à manger à boire. Et puis au bout de quelques jours, je regarde et elle avait fait un nid. Elle était donc pleine, tu vois. Elle allait mettre les petits au monde. J'ai un peu frais encore, tu vois, il fait 14, mais aujourd'hui, j'ai un peu... je suis allé marcher ce matin un peu, là. J'ai vendu un livre, en fait. Donc il m'a fallu aller jusqu'à la route. Parce que là, c'est pas possible de sortir les véhicules. Et donc voilà, me voilà parti 5 jours après l'avoir nourri. Je vais en bord de route, là-bas. Je renverse ma boîte. Personne, rien ne sort. Je fouille et tout, plus rien. En fait, elle avait réussi, c'est pour te dire la hauteur, à sauter d'un truc de plus de 30 cm avec les parois lisses et à passer par le couvercle. Ça veut dire qu'elle avait bouffé pendant 4 ou 5 jours avec moi et qu'avant que je la libère, elle s'était barrée. Et donc, elle a fait les petits dans la yourte. Ce qui fait que j'avais des souris, quoi. J'ai pas vraiment vu de rats dans la yourte, mais des souris. Et je te dis, elles me faisaient leur réserve de nourriture dans mon oreiller. Et elles sont très rapides, hein, parce qu'elles le faisaient dans les 3 jours où je partais de la yourte. Bon, ici, il y a eu un nouvel épisode. Ça m'arrive des fois. C'est que j'ai entendu un bruit. Il y a... Oh, l'écureuil! Oh, putain! Oh, c'était quoi l'histoire? J'ai tout fini avec les souris. Donc là, je viens de voir passer l'écureuil. Je l'ai suivi avec l'appareil photo. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas déclenché. Donc il est là, tu vois. Il cherche à bouffer. Les oiseaux aussi. Donc là, aujourd'hui, j'arrête mes travaux perso. D'abord parce que j'en ai pas envie. Aujourd'hui, je vais expérimenter de pas sortir avec les babouches. Je vais mettre les pierres réfractaires là. Je vais prendre ma croûte de cuir. Je vais faire ce que j'ai à faire pieds nus. Je vais mettre le chrono et je vais voir si ça fait pareil. Si j'ai froid, si j'ai très froid, au bout de 20 minutes, c'est pareil que les chaussures. Tu sais, c'est psychologique le truc des godasses. Moi, ça me fait chier parce que je les vois se péter. Il va falloir que je les recouse. Et je voudrais passer sans godasses, même avec la neige, tu vois. Parce qu'il faut savoir une chose. C'est que je me suis rendu compte que la neige, là, c'est très bien qu'elle soit arrivée parce que j'ai passé un cap, tu vois, avec le froid. Au début, tu sais, t'as l'hiver qui s'installe et puis t'as pas l'habitude, hein. Quand c'est humide et tout, c'est un peu plus difficile avec les pieds. Donc voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais m'occuper des animaux. Parce que là, il n'y a qu'une mangeoire active, l'autre, je l'ai décroché. J'ai réussi à trouver, parce qu'il faut quand même que je dise que les graines de tournesol, elles sont passées d'1 euro le kilo à presque 5 euros, 4,50 €. J'ai fait 3 magasins. Je suis allé l'autre fois à Lavelanet. Après, je vous dis pas le secteur où je suis actuel, mais je suis parti en Ariège. Je suis allé proche de Lavelanet, puisque vous savez que j'avais la maison à l'Esparou. J'ai regardé dans 2 magasins. J'ai trouvé à 47 € les 12 kilos. Donc avant, c'était 12, après c'est passé à 16 €, après c'est monté l'année dernière à 18 ou 20, et là on est monté à 47. Alors là, j'ai pas pris. Je me dis, tu te rends compte le budget? On passe en gros, moi j'ai besoin de 200 kilos à peu près, hein, pour les animaux ici. Sans compter ce que je donne aux écureuils, ce que j'ai comme autre grain. Donc voilà, bon, on va résumer. Donc j'ai trouvé dans une ville qui est plus proche d'ici, combien? 47 € les 25 kilos. Tu vois bien que tous les prix maintenant sont faits, les gens savent que ça a augmenté, donc tu peux te prendre le double dans la tronche sur un produit qui à quelques kilomètres plus loin va être moitié moins cher, quoi, tu te rends compte? Donc là j'ai récupéré, je peux pas stocker énormément parce que moi j'ai les rongeurs. Donc je peux stocker en fait actuellement un dans le véhicule et un dans un seau en métal là. Je peux stocker que 25 kilos. Et je suis obligé de leur mélanger avec de la graisse. Donc tout à l'heure, on va voir ça. Je vais leur faire fondre des boules de graisse mélangées avec le tournesol. On va aller chercher une mangeoire qui est plus loin là-bas à côté du camion, plus une bouteille d'eau que je dois changer régulièrement. Parce que là, c'est très important. Ils sont en difficulté. Et moi, quand j'ai froid aux pieds, tu vois, et que je me mets au chaud, je pense à eux. Et c'est eux mon moteur. Hein? Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais tester l'intégralité pieds nus. Après tout, il faut passer un cap et on verra bien.
Et après, je vais m'occuper des animaux. On va voir ensemble. Je ferai peut-être un petit vlog comme ça. Bon, ça serait normal que je tienne pas 20 minutes, tu vois. Parce que quand même, ça pique. Alors, j'ai pas les bons embouts. Ah non, là, ça pique. Watch. Ça fait rien, on va essayer. J'aimerais au moins ramener la mangeoire, tu vois. Est-ce que j'ai des embouts là-dedans? Ah putain, ils sont à la caravane. Aïe 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 aïe. Il faut que je reparte à la caravane. Allez te dire, je ferai pas une rando là. Voilà, quoi. Là, c'est là que tu t'aperçois que tu es fragile, quoi, tu vois. Bon, allez, on repart, les gars. Et les gars de J, bien sûr. Hein. Wacon. Alors, t'as pas la douleur des cailloux, mais ça s'est transformé en aiguille, tu vois. Alors par contre, c'est sûr que si tu te prends un bâton avec les pieds congelés, bon là, je peux dire que j'en chie quand même, tu vois. Oh putain. Ah, je fais pas de pause. J'arrive pas à récupérer sur la croûte de cuir. Voilà, j'ai les pieds. Wow. Bah c'est normal, hein. C'est ça l'entraînement. Ah putain les pieds, désolé, mais là. C'est pas énorme, tu vois la durée. Je viens de me planter une merde. Bon, on va donner à ceux-là d'oiseaux, déjà. Parce que là, ils sont en difficulté. Ouais, j'arrive les piou-piou. Oh putain. Eh bien, ça pique, je te le dis, moi. J'ai les pieds là. Ah, congelés.
Là, j'ai les pieds congelés là. Turkey tail on the mushroom stump. I got my knife and sack, gonna harvest a bunch. Mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump. Mushroom on the hemlock tree. Gonna go get my ladder and bring it to my baby. Mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump. Mushroom sniffing dog, he don't like to work, he's lazy as a log. Also got a sidekick who works real hard, but he's 3'2". Mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump. I know you're here but don't know where. Gotta get my woman looking everywhere. Mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump. Mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump, mushroom on the stump. Alors comme le tournesol a beaucoup augmenté, là qu'il fait bien froid, je fais fondre des boules de graisse que j'avais sans filet. Et je rajouterai du tournesol, surtout pour les oiseaux qui ne montent pas au mangeoire, et pour qu'ils soient attirés par le tournesol et qu'ils aient de la graisse quand même dedans. Voilà, je rajoute juste un peu d'huile d'olive pour pas que ça accroche à la casserole. Voilà, j'ai rajouté 2 fois le volume en tournesol. Voilà, ça faut que j'accroche la tablette. Là, j'en ai mis 3 fois le volume, c'est trop. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est une manière de mélanger un petit peu. Après, ça va geler dehors. Une bonne gamelle. C'est la deuxième comme ça. Ce matin. Voilà. Dès qu'on pose un nouveau plat, ils ont peur. Voilà, il y a les croquettes de petits pépères qui avaient gonflé. Donc je les ai balancées aussi parce que le rouge-gorge il aime bien. Mais dès que j'ai posé le plat, vous voyez au plus loin, là, il y a un pinson qui s'approche. Là j'ai mis la boule de graisse avec le tournesol. Parce que là il y a vraiment une population d'oiseaux qui ont faim. Tu sens vraiment le froid, le vent. Tiens, un merle. Au début ils se méfient. Mais après ils arrivent, quoi. Ils savent ici qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de problème. Mais ils sont toujours vigilants. Comme nous devons l'être d'ailleurs.
ça y est. Les pinsons commencent à être à l'aise, ils arrivent, manger d'abord les graines, ils ont peur du plat. Mais je pense qu'ils vont aller au plat. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que dans les mangeoires, ils y vont pas. Et ils mangent ce que le torche-peau a jeté par terre. Ça y est, il monte sur le plat. Voilà. C'est le rouge-gorge qui est à l'aise là. Bon, mais ça c'est la population qui arrive doucement et qui est plutôt au sol. Là tu vois, j'ai les pieds. Ils sont en train de se réchauffer, mais là c'est un peu douloureux. Pourquoi? Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la marche pieds nus. D'abord, parce que tu es au contact des éléments. Ensuite, parce que ça t'ancre, tu vois, dans la terre. C'est quelque chose de... Et après, il y a la tension. Tu sais? Tu passes de la tête aux pieds. Je sais pas s'il n'y a pas une expression comme ça. Donc quand tu passes de la tête aux pieds, tu es attentif, présent, vigilant. Et en plus, comme tu vas avoir quelque chose de difficile, mais tu vis une aventure. Tu vois, parce que le soir, que ce soit dans ta caravane ici ou au Canada, moi j'y étais, eh ben, tu es avec toi-même. Donc l'expérience que tu peux vivre pour les gens qui ne peuvent pas vivre d'aventure extérieure, ben, tu peux la vivre en allant dehors pieds nus. Parce qu'en allant dehors pieds nus, tu vas te confronter à une difficulté. Cette difficulté, elle va t'amener à toucher une dimension de toi-même différente. Et c'est ça l'aventure quelque part, tu vois. C'est pas tant ce que tu fais à l'extérieur, c'est plutôt la résonance que ça a avec toi à l'intérieur. Les conditions extérieures, elles nous renvoient à une simplicité radicale. Et à une humilité aussi, tu vois, parce que tu peux refaire le monde dans des bottes fourrées. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es pieds nus? Ben, tu cherches à rentrer pour te mettre au chaud. C'est pas du tout les mêmes priorités. Quand tu marches en forêt avec des bottes fourrées, tu peux contempler les arbres, philosopher, tu vois. Mais quand tu marches pieds nus dans la neige pendant un long moment, ben, tu n'as qu'une seule préoccupation, c'est pouvoir diminuer le froid que tu ressens au niveau des pieds. Et ah putain, ça neige encore. Alors ben moi je vous partagerai ça, parce que ça me tient à cœur, et je vous dirai qu'est-ce que je ressens aussi à travers la marche pieds nus permanente, toute saison on va dire. Parce que c'est, je crois, un trésor. On n'est pas fait pour marcher avec des chaussures. Et on a tellement ramolli nos pieds, si tu veux, qu'il n'y a plus du tout de stimulation de tous les grands circuits énergétiques. Regardez-le. Je suis pas là pour vous le donner, puis moi j'ai perdu pied. Mais vous avez, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe la digitopression. Et je crois que ça s'appelle comme ça, qui vient te masser les centres énergétiques au niveau des pieds. Regardez la cartographie des pieds, elle représente l'ensemble des organes que l'on a dans le corps. Donc quand tu marches sur des... Oh, t'as entendu? Dans la nuit, c'est ça qui me réveille des fois, c'est que l'arbre il monte à 15 mètres, en haut il y a accumulation de neige, et puis quand ça tombe, t'as l'impression qu'on t'a foutu un coup de ballon. Il n'y a pas grand monde qui joue au ballon là. Quand tu marches sur des cailloux ou autre, ben, d'une manière aléatoire, il va falloir que je coupe les ongles absolument, ben, tu vas stimuler des points énergétiques par la douleur que tu vas ressentir. D'ailleurs, quand tu masses quelqu'un au pied, il va ressentir parfois des tensions. Voilà. Donc, voilà. Alors, pourquoi? Donc, je mets pas de gants, par exemple, là. Je mets pas de bonnet cette année. En tout cas, ça m'arrive parfois, hein, bien sûr. Hein. Vous le verrez comme vous me voyez chaussé. Je fais pas je veux pas vous montrer un style, genre je suis tout comme ça, non. Loin de là, je vais vous montrer les difficultés, mais j'ai un attrait très puissant vers certains axes. Et après, ben voilà, bon, ben, s'il y a des réajustements, je les accepte, tu vois. Je ne fais pas un défi personnel, mais plutôt un attrait vers lequel j'avance, comme un animal qui change de secteur, tu vois, il avance, quoi, hein, il trace. Hein. Alors bon,
moi, je vous fais part de ça, de mon expérience, de mes retours, et surtout aussi, tu vois, de certains sauts à franchir. Enfin, ça m'a saoulé de voir mes godasses se bousiller dans la neige en 2 jours, là. Moi, j'ai des godasses, c'est quand elles sont pourries que je me sens bien dedans. Voilà. Et les pieds, c'est pareil. Bon, donc là, je vais refaire bientôt une sortie. J'ai les pieds qui sont en train de se réchauffer sur les briques réfractaires. Donc, ça masse les centres énergétiques. En fait, si tu veux, ça restimule l'organisme. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas né avec des chaussures. Hein. Alors, c'est sûr que je donne pas de leçons là aussi. Vous faites ce que vous voulez. Mais aller de temps en temps les pieds dans la terre, c'est quelque chose qui vient vider le trop plein d'énergie, c'est quelque chose qui recharge en même temps, c'est quelque chose qui stimule vos centres énergétiques, c'est quelque chose qui vous donne un ancrage, tu vois. Et cet ancrage, il est essentiel. Dans un monde en profonde perturbation, on va dire que mentalement, le flux mental va avoir de très grandes variations dans les temps à venir, et en tout cas, il l'est déjà. Et si vous n'avez pas d'ancrage, et que vous vous identifiez en plus, vous allez partir dans des méandres qui vont pas vous rendre heureux, hein. Vous allez sentir une perte d'équilibre. Voilà. Voilà, donc là vous avez un outil qui est simple, facile, gratuit. Tu te mets pieds nus, tu vas dehors, tu restes le temps que tu peux, tu re-rentres, tu te mets au chaud, t'alternes, voilà. C'est un peu comme quand tu fais des exercices de culture physique ou quoi, tu vas faire une série et tu te reposes. Tu fais une série et tu te reposes. Puis après tu laisses une journée, 2 jours pour que le corps est capable de s'adapter. Parce qu'en fait le corps s'adapte à une stimulation. C'est-à-dire que si tu changes d'environnement, le corps va s'adapter. Mais par contre, si c'est trop d'un coup, il va subir. Et tu vas donc il va pas être capable de s'adapter, et il va signifier une incapacité à l'adaptation qui va être soit une pathologie, soit quelque chose qui va te toucher. Enfin, tu vois, tu vas pas pouvoir. Il te montre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand tu rentres d'une longue période dans la nature, tu es content de retrouver du confort. Et le plus difficile dans ce mode de vie, je trouve, c'est d'y renoncer. Tu vois, il faut l'accompagner. Il faut pouvoir l'accompagner. Parce que si tu l'accompagnes pas, tu as une perte, si tu veux, progressive de ton équilibre. Parce que le corps subit trop. Donc il faut l'accompagner. Le corps, c'est comme un enfant, si tu veux. Il faut à la fois pas écouter tous ses caprices, mais en même temps, il faut être capable d'observer, comme tu le fais avec un animal, quand il va y avoir une descente, tu vois, qui s'adapte pas, qui subit. Voilà. Ça me semble important. Et d'être progressif, tu vois. Et si tu es excessif, tu peux l'être momentanément, tu vois. Parce que par exemple, c'est excessif de passer directement des chaussures à pieds nus, mais quand même pour moi, c'est un processus qui est lentement préparé. Voilà. Et après, ce que je veux dire aussi, c'est que ce que j'essaye de vous montrer, c'est le processus d'un retour à la nature, mais qui quand même, pour moi, a commencé il y a de très nombreuses années. Même si j'ai eu des phases de vie moderne pour gagner ma vie, pour essayer, parce que moi j'avais quelque chose qui m'attirait, et je savais pas si la vie allait m'offrir, mais c'est de plus avoir de contact avec des êtres humains pour gagner ma vie. Et ça, c'était mon objectif, quoi. Donc j'ai mis du temps, tu comprends, pour le construire. Là où certains sont partis et aujourd'hui travaillent à mon âge, je dis pas que je retravaillerai pas un jour si jamais j'ai la vie qui m'amène à faire ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que mon objectif principal, ma ligne, c'était de ne plus avoir de contact avec un être humain qui soit lié à de la monétisation. Le grand patron, c'est la vie, tu vois. Moi, je suis juste un employé qui bénéficie de la grâce d'être entre les mains de la vie. Puisque quand tu bosses pour un grand patron, tu peux pas craindre les petits patrons, tu vois. Et tous les êtres humains, y compris le plus riche de tous les êtres humains sur Terre, pour moi, c'est un employé du grand patron. Donc moi, je bosse pour le grand patron, tu vois. Donc le grand patron, il y a une phrase qui dit, je vais la modifier, si la vie est pour vous, qui sera contre vous? Moi, je marche que dans le fil de la vie, c'est-à-dire que je me suis abandonné. Alors c'est la force, et en même temps, la faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, c'est que tu peux pas garder d'image. Hein? Tu vois, par exemple, il y en a qui vont te dire, t'es jamais malade en marchant comme ça. Moi, je te le dis, par exemple, là, et je dois être rectifié parce que c'était de l'orgueil, et demain, je suis gravement malade, tu vois. Moi, je me tiens à carreau par rapport à ça. Je t'annoncerai pas de trucs qui mettent en valeur, parce que je sais, et j'ai déjà été gravement rectifié. On m'a remis à ma place, tu vois. Les événements m'ont remis à ma place. Et la vie m'a aidé à le dépasser.
Donc il faut se tenir à carreau, pas trop affirmer. Moi j'aime bien sortir du confort, hein, vous l'avez compris, et retrouver le confort. Hein. Quand on dit un peu de confort, ça fait du bien, ne croyez pas que je vis dans l'inconfort constant. Je me réchauffe, tu vois. Hein, je m'accompagne. Parce que moi, mon but, c'est durer. Tu vois, quand tu quand tu te retrouves dans la nature et que tu vis comme je vis actuellement, je vais te dire, ce qui t'importe, c'est de faire de ton mieux pour que ça te soit jamais enlevé. Si ça doit m'être enlevé, j'aurai à le traverser, à le vivre et je l'accepterai comme j'accepte tous les autres changements de direction. Mais quand tu vis comme ça, ben, tu souhaites de pouvoir finir comme ça, d'y passer toute ta vie, tellement que c'est beau, que c'est bon, que c'est plein d'amour, tu vois. Tu te sens dans une forêt comme ça, même si je suis dans une caravane, hein, c'est confortable, on va dire, hein, par rapport à un abri précaire. Mais bon, j'y suis 24 sur 24, hein, 365 jours par an. On peut pas je peux pas passer certains caps encore, ne serait-ce que par rapport à Johan. Et ce que je veux dire, c'est que tu te sens pris par les arbres, tu vois. Si je peux te parler en montagnard et pas spirituellement, c'est que moi je me sens complètement pris en charge par les arbres, la nature, les animaux. Petit à petit, je sens leur regard qui ne me regarde plus comme un être humain intrusif. Tu vois, il m'unifie. Je me sens de plus en plus proche d'eux, en fait, tu vois. Ça m'émeut, excusez-moi. C'est un sentiment très fort, tu vois, que la vie t'offre lorsque tu simplifies, que tu deviens quelqu'un qui est vulnérable, en fait, tu vois. J'adore cette vulnérabilité. Et tu es enlacé, mon ami. Tu es enlacé. À la mesure de l'inconfort, tu sens que tu fais partie de ce tout. Et tu sens l'amour de ce tout. Et tu souhaites qu'une chose, c'est que tout le monde puisse ressentir ça. Bien sûr, tu comprends. C'est le réconfort des miséreux, des intouchables. Tu deviens intouchable parce que tu es pris entre les bras de la vie. Et en même temps, tu es intouchable aux yeux du monde parce que tu es de la basse caste. Et ça te rappelle que plein de gens ont tant souffert, quoi. Mais jamais la sensibilité, la communion avec les éléments n'a pu être arrachée du cœur de l'homme. Nous sommes des survivants du chaos. Et donc voilà, tu comprends, tu veux pas t'en aller de là. Je préférerais même encore être plus endurci si un jour Johan est autonome, je veux dire, avec son chez lui et tout. Je préférerais vivre directement dehors. Tu vois, des fois je me dis j'ai trop de confort. c'est vrai. Oui. Il faut pas. C'est pour ça que je sors tout de suite pieds nus et trucs comme ça, parce que ici tu peux te retrouver avec, tu peux te retrouver avec ta tablette, tu peux te retrouver avec ton feu, tu peux avoir une vie de citadin. Attention. Bon, bien sûr que tu vas dehors, que tout est rude, mais après tu peux te recréer un contexte de citadin qui t'éloigne du vivant. Hein. Attention. Oui. Donc ça il faut y faire attention. Et ça c'est nos tendances. Il faut les accompagner. Attention, hein. Le but c'est de durer. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que tu rentres pas. Tu rentres pas. Et c'est tout. C'est tout. C'est toi qui rentres parce que t'en as marre, tu vois. Il y en a qui vont dire, ah mais la solitude et tout. Mais non, la solitude, c'est pas l'isolement. La solitude, c'est ce qui nous ouvre à la communion avec la nature, avec les animaux, avec ses cœurs à cœur, tu vois. Et ça, il faut une vie rude un peu. Il faut une vie rude. La vie rude. Et la rudesse de la nature, hein, elle dilate le cœur. Bien sûr que tu passes par des phases où t'en chies. Mais la solitude, c'est pas l'isolement. Non, croyez-moi, c'est pas l'isolement. Je vais essayer de vous filmer le merle, là, qui est en train de s'acharner sur l'os de Petit Pépère, tu vois. Putain, il a entendu un truc. Voilà, tu vois, ça, bah, tu peux dire que... Tu sais, un jour, je distribuais la nourriture
à des SDF à l'île de la Réunion. Je suis arrivé auprès d'un papy, hein, on peut dire un papy. Ça filme là? Non? Ouais. Et il me dit, donc je connaissais certaines, tu vois, parce qu'il y en avait d'autres qui voulaient pas être aidés. Hein. Je connaissais certains. Et donc ce papy, quand j'arrive, je dis ça va. Il y en a on se tutoyait, il y en a je les vous voyais au début si tu veux. Un peu comme je fais avec vous là. Et donc j'ai dit ça va, t'as besoin de quelque chose? Il me dit ouais, j'ai besoin d'un truc. Il me dit bon, il avait là un peu picolé. Il me dit tiens, il me dit tu vois là dans la poubelle au fond, j'arrive pas à attraper le poisson qu'il y a dans un emballage en plastique. Tu peux m'aider? J'ai dit ok. Donc il ouvre la poubelle. Le poisson, il avait pris la chaleur, tu vois, l'île de la Réunion, même l'été, même l'hiver, c'est presque l'été ici. Hein. Oh là là. Alors donc je me penche en fait dans la poubelle. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ce poisson. C'était un genre de saumon dans un emballage comme ça qui avait pris le chaud, qui s'était déjà liquéfié. Et rien que le fait de l'attraper pour le lui donner, il était tout heureux quand je lui ai donné. Oh, je me suis dit, putain, il va faire cuire, il va bouffer ça. C'était chaud, tu vois. Puis un jour aussi, j'ai été incorrect vis-à-vis d'un monsieur qui vivait dans la rue, parce qu'il m'avait demandé une radio. Et en fait, après, j'avais une copine, quoi. J'y suis pas retourné pendant plusieurs jours, tu vois, même 10 jours. Et en fait, j'ai oublié la radio. Je m'en suis rappelé que quand je suis arrivé à son niveau à lui. Mais j'aurais dû rien dire. Et d'ailleurs, après ça, j'ai arrêté. J'ai fait 1 an avec les gens de la rue et après j'ai arrêté. Parce que j'ai vu que je crée une habitude. Et cette habitude, elle était plus nocive quand tu l'as coupée. C'est pour ça que là, dans certaines communications que j'ai eues avec certains d'entre vous, dès que j'ai senti qu'il pouvait y avoir une habitude, hop, je vire. Parce que je veux absolument pas être tenu de donner des nouvelles, d'une certaine manière, pour avoir la liberté de pas en donner si je veux pas en donner. Donc quand je le vois, au lieu de fermer ma gueule, mais bon, tu sais, t'as pas l'expérience en fait, hein, d'un homme qui a mon âge maintenant et qui est dans la rue. Et moi j'avais, je sais pas, on est en 96, 23 ans, un truc comme ça. Et je lui dis, je suis désolé, mais je t'ai pas oublié pour la radio, hein, je viendrai te l'amener. Et là il se retourne et me dit, tu te prends pour qui? Il m'a dit. Tu crois que j'attends après toi? Tu crois que tu peux dire des choses, après on te revoit plus, puis quand t'arrives, tu dis que tu l'as oublié mais que tu m'oublies pas. Tu crois que je t'attends? Tu crois que je suis là? Tu crois que parce que je suis dans la rue, j'attends après toi? C'était un truc de ce genre, ça m'a bien rectifié, tu vois, ça m'a calmé. Je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. Et après, j'ai commis une erreur aussi, c'est que j'ai vu qu'ils avaient du mal à gagner de l'argent. Donc en fait, quand je suis revenu en métropole, j'ai acheté beaucoup de chauffe-plats. Tu vois les chauffe-plats? En fait, je les ai installés, ceux qui étaient un peu jeunes et qui voulaient, devant l'église où je suis allé voir le prêtre et je leur ai dit, voilà, il va y avoir un sans-abri qui va vendre des bougies chauffe-plat à la sortie de la messe. Moi, je me suis dit, ils vont se faire des thunes, tu vois. Je leur filais une 50aine de bougies, ça pouvait leur faire 10 francs la bougie, tu vois, je sais pas, ils vendaient, quoi. Je me rappelle plus, mais dans les 200 balles, hein, il y en avait qui arrivaient à se faire. Le problème, c'est que quand j'en ai revu un, il était défiguré. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, on t'a vu m'installer, ils ont attendu, et quand j'ai récupéré, j'ai vendu toutes mes bougies, j'avais 300 francs, je crois qu'il avait. Il me dit, ils m'ont chopé et ils m'ont défoncé. J'ai été hospitalisé. Donc j'ai arrêté aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, putain? Mais moi j'étais tellement mal qu'il me fallait donner un sens, tu vois. Pour survivre. C'est simple, hein. Parce que mon existence, j'avais relevé des défis, j'avais été champion de France, j'avais eu enfin voilà, j'avais fait des choses, quoi. Mais j'étais très torturé.
Et avec les animaux, tu vois, c'est un peu délicat aussi par rapport à ça. C'est pour ça que, voilà, il y en a qui te disent il faut pas leur donner les habitudes en leur donnant à manger l'été, mais il y a de moins en moins d'insectes. Et les mamans mésanges, eh ben, elles viennent manger du tournesol. Moi, je le fais, hein. J'assume. Hein. Et j'en ai rien à branler de ce que les scientifiques diront. Parce que moi, je peux te dire que les mamans mésanges, elles viennent là, et puis qu'elles vont leur chercher, je les observe assez, elles vont chercher les larves pour leurs enfants. Hein. Mais il y en a de moins en moins, tu vois. Donc c'est la misère, quand même. Donc moi, je suis là pour nourrir mes amis. Voilà. Et puis moi, je suis dépendant de la nourriture. Je vais chercher ma salade ou quoi. Donc si c'est une source qui leur permet de se nourrir, eh ben, ils sont dépendants. C'est pas grave. Et tant qu'ils sont pas dépendants au trou du cul qui les chasse à la glu, et qui meurent suspendus la tête en bas. Ici, il n'y a pas de glu, tu vois. Ici, ils viennent manger, ce sont mes amis. Bon, il gèle, hein. Je sais pas chez vous, mais... Donc quand il gèle, eh ben, il n'y a pas d'eau pour les oiseaux, quoi. On picorer la neige, mais bon... Donc je vais vous montrer ce que je fais. Hein. Je prends ce tabouret, là, qui était à ma grand-mère. Je sais pas si on voit, ouais. Dedans. Là. Dedans, j'y mets un accu chargé. Dans une chaussette. Il faut bien qu'elles servent à quelque chose, les chaussettes. L'eau. Dans le truc pour les oiseaux. Après, je mets un bulleur USB, ça consomme que dalle. Hein. Ça peut durer plus une semaine presque. Ah merde, c'est tombé l'autre chaussette. Voilà. Tu le vois là? Ça fait des bulles quoi. Ça retarde le gel. Voilà. Et voilà. Comme ça ils ont de l'eau. Alors, je vais vous poster cette vidéo que j'avais fait le lendemain, je crois, du haut vent qui a déchiré. Et aujourd'hui, vous verrez Titi qui est venu à la caravane. Je ne l'avais pas vu depuis 2 jours. Je vais voir si les noisettes ont été touchées. Je vais vous les montrer. Et voilà, ça caille, ça neige. Et j'ai encore de l'eau. Et je dois couper du bois. Voilà, on va aller voir ça et puis je vous partagerai cette vidéo aujourd'hui. Bon, pour l'instant, il y en a 10 de chaque côté. Donc l'écureuil n'est pas passé. Je tourne la tête, il était en train d'essayer de manger les croquettes. Pourtant, j'ai mis à manger hier à la cabane. Hein. Il vient de revenir, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu, 3 jours, et on voit qu'il a faim. Bon, je suis content, c'est un costaud ce Titi. Putain, je peux pas l'approcher là. Il est parti quand je suis arrivé, il a pris 10 mètres. De toute façon, depuis que je l'ai bloqué au niveau du cou pour lui mettre les gouttes dans les oreilles, je me suis excusé et tout, mais ça a été fini. Là, il a fait machine arrière. Voilà. Voilà, donc il va bien pour tous ceux qui m'ont demandé des nouvelles. Je vais essayer de zoomer. Oh, mon Titi.